La Verte Casamance, nous ne pouvons pas rêver mieux en lieu de tournage de ce 5e numéro de la Clé des Terroirs. Bonjour et bienvenue. La terre et sa gestion demeurent des sujets extrêmement sensibles dans cette partie du pays. La résonance locale du projet national de réforme foncière au menu de ce MAC vert que vous offrent Osiwa et Indapronat. Dans ces 26 minutes, nous traiterons également de l'autre grand sujet de la région, le douloureux phénomène du vol de bétail. Et dans cette Verte Casamance, l'équipe de production de la Clé des Terroirs se trouve exactement à Kolda. Ici, les salam alek du secrétaire général de la mairie de la commune pour nous présenter son terroir. C'est une commune limitée par 3 communes. La commune de Dioula-Kolan, celle de Sarebidji et celle de Bignarabé. Donc c'est une commune entourée de 3 autres communes, avec un périmètre de 9 km². Donc c'est une commune qui n'a pas connu une extension depuis l'arrêté de 1952 qu'il a créé. Donc c'est des limites étroites. Même si dans les faits aujourd'hui, l'extension de la commune dépasse ce que je viens de dire. La réalité a dépassé justement les prévisions, les limites qui étaient fixées en 1950. Donc c'est une commune qui compte près de 100 000 âmes, avec près de un pourcentage 50% hommes, 50% femmes, avec justement une population relativement jeune, une commune carrefour, presque frontalière à beaucoup de pays. Et donc voilà, on peut représenter la commune de Kolda du point de vue géographique. Une commune qui se situe dans le sud du pays, à côté de la région, dans le département de Kolda, la région de Kolda, chef-lieu de la région de Kolda. Restons toujours avec Ibrahima Diao, mais cette fois-ci pour recueillir son point de vue sur cette réforme foncière. Celui donc conservateur avec un esprit tout de même ouvert, ses propos sur le domaine national au Sénégal. La réforme foncière, je crois que c'est un courage. Il faut saluer le courage de son Excellence le Président de la République, parce que quand même, réformer cette loi, c'est extrêmement important, compte tenu de l'enjeu que constitue le foncier. La loi, elle est bonne, elle est très bonne, mais aussi le monde avance. Il y a aujourd'hui des réalités que la loi ne prend pas en compte correctement. C'est pourquoi je pense que c'est pertinent de revoir les aspects qui peuvent être intégrés, les aspects qui peuvent être retranchés dans cette loi de 1964 qui constitue justement la loi sur le domaine national. Donc c'est très normal, je pense que c'est une très bonne vision et avec beaucoup de courage que le président a lancé en tout cas la réforme foncière et qui est en train d'être conduite par une très bonne démarche, parce qu'il a fait prévaloir des consultations avec la Commission nationale, le Conseil national de réforme foncière dirigé par le professeur Souran. Donc c'est des concerts sur la base de concertation que les gens ont fait des propositions remontées au niveau du président, qui naturellement sur la base de ces propositions va prendre la bonne décision
pour enfin avoir une loi beaucoup plus, en tout cas, qui intègre les nouveaux aspects des préoccupations des populations, parce qu'il s'agit des préoccupations des populations. Un autre conservateur, le maire de la commune de Saré-Bidi, son avis sur la réforme foncière, c'est qu'il faut prendre en compte les lois traditionnelles à la prochaine législation foncière. Elle vient à son heure, mais j'ai des craintes. J'ai des craintes parce que, vous savez, le foncier, c'est quelque chose de très délicat, notamment dans des communautés comme les nôtres au niveau de la Casamance, où vraiment la tradition dans la gestion foncière elle est très ancrée. Et si vraiment la réforme ne prend pas en compte vraiment les pratiques traditionnelles, elle risque encore de subir le même sort que la loi sur le domaine national. C'est ça ma crainte. Kolda, c'est le foncier, mais aussi le conflit qui oppose depuis presque toujours éleveurs et agriculteurs, surtout à la hauteur de la frontière avec la Guinée. Marcelin Soané, maire de la commune de Salé-Kenya, à ce propos. Il y a des interventions que nous faisons par le biais de notre commission chargée des conflits, de la gestion des conflits, puisque partout où on parle de champs, on parle de troupeaux, d'éleveurs. Donc souvent il y a ces problèmes entre nos agriculteurs qui vont en Guinée-Bissau pour cultiver, n'est-ce pas, et les éleveurs de ce pays. Donc, puisque ce qui se fait chez nous, ce n'est pas forcément le cas chez eux. Chez nous, on parle de parcours de bétail, mais là-bas, on ne le sent pas. Donc souvent, nos agriculteurs, par méconnaissance, on les octroie un espace et cultivent, mais pendant tout l'hivernage, c'est des conflits qu'il faut régler, puisque souvent c'est des vaches qui passent par là et bonjour les dégâts. Le plaidoyer du mois est mené par Alassane Camara, membre de la Fédération des agriculteurs de Vélingara. Son cri de cœur vise à repousser l'idée d'immatriculer les terres au nom de l'État. Une idée qui révolte en même temps qui lui fait peur. Bon, l'immatriculation au niveau de l'État, j'ai quand même des craintes par rapport à ça. Quand on immatricule les terres au nom de l'État, cela veut dire qu'on arrache le pouvoir qu'avaient les collectivités locales, qu'avaient les propriétaires terriens et on les remet à l'État à distance et il veut gérer nos terres. Et là, ça pose réellement un problème au niveau des populations. Et je continue en disant, dans ce problème d'immatriculation des terres au niveau de l'État, ça peut amener même des problèmes au niveau local. Parce que la terre étant une chose sacrée, s'il y a lieu, certes, même si la population n'utilise pas complètement les terres, mais il faut impérativement que la population participe à cette idée. L'État de distance, qui ne connaît même pas, à partir de leur GPF, ils viennent, un homme se débarque pour utiliser nos terres, ça pose réellement problème. Parce qu'aujourd'hui, si réellement l'État compte à mettre en place ce projet, ça risque d'amener des problèmes même au niveau des populations. Il faut que le projet soit mûri d'abord au niveau de la base et que le projet puisse remonter au niveau national. Mais on ne peut pas rester dans des bureaux climatisés, penser qu'une telle idée peut réellement passer. Ça risque d'amener des troubles même, des conflits au niveau des villages et au niveau des communes. Et je dis que vraiment, en faisant cela, on ne favorise pas la participation, l'action participative des populations en ça. Parce que je donne un exemple précis. Un vieux qui a l'habitude d'exploiter ses terres, un bon jour, il voit quelqu'un se débarquer avec ses valises, avec ses moyens, il vient pour dire oui, fille, madame, comme des tas de choses. Parce que c'est l'État qui m'a donné cela. Et ce vieux-là deviendra de plus en plus pauvre parce que le fait que l'investisseur arrive au niveau de la place en voulant l'exploiter, il ne peut pas réellement employer les fils ou bien les enfants de ce dernier pour que les enfants puissent au moins se trouver un revenu qui va leur permettre de vivre. Nous voulons lutter contre la pauvreté et cette pauvreté ne peut être luttée en laissant les paysans exploiter librement leurs terres. Ce serait encore mieux. Le fait d'envoyer quelqu'un, ce sera une exploitation. Or, nous ne sommes plus dans cette phase d'exploitation. Exploitation de l'homme par l'homme. Nous avons dépassé cette stade. Dans la séquence portrait,
Allons à la rencontre de Penda Massina, la responsable du volet genre et nutrition à l'association Agronomes et Vétérinaires sans frontières, une femme engagée qui se bat pour l'accès des femmes au foncier. Parmi ses hauts faits d'armes, l'octroi de plus de 3 hectares de terre au groupement des femmes de Bandiangara Moussa. Noire comme une bonne sahélienne, grande de taille, émancipée dans les idées et le comportement, Penda Massina incarne l'évolution même des mentalités et des paradigmes, les manières de voir dans le Fouladou de 2017. Au niveau des villages, c'est un peu difficile de vivre parce qu'il y a les enfants, il y a les travaux ménagers, il y a les travaux sans pète, il y a les ménages, tout ça. On ne peut pas avoir une bonne santé et aussi avoir de bonne nourriture ou bien être à l'aise et s'occuper aussi de leur mari. Mais avec l'appui d'AVSF, on sent nettement des réalisations au niveau des ménages, des changements de comportement, même au niveau des ménages. Parce qu'avant, vous partez au niveau des ménages, vous ne trouvez que des plats uniques, mafé hako ou bien koutia. Mais maintenant, avec la production maraîchère, on vous donne même de l'oignon jusqu'à vous fuir parce que chaque jour de la sauce, donc ça a changé et la malnutrition ça a tendance à se disparaître. Pas question pour cette jeune femme de s'apitoyer sur son sort. Il faut agir, nous dit-elle. Il faut oser pour faire sauter les verrous de la dépendance. Dans toutes les zones, on s'adapte. C'est en fonction des réalités qu'on développe des activités. Si on vient à Saré Moussandou, on les trouve qu'ils font de l'élevage, on s'adapte avec eux. Mais au fur et à mesure, on les pousse à faire de l'agriculture. Agriculture et élevage. Si on part dans d'autres zones où c'est le maraîchage, on les pousse à faire le maraîchage en introduisant d'autres activités comme l'aviculture ou l'élevage des grands ruminants pour un peu diversifier et leur montrer les voies nécessaires pour le développement. La vérité, c'est que Penda Massina n'est pas une simple révoltée. Elle a de la vision, celle-là pharaonique pour qui connaît la région du Fouladou, d'autonomiser ses femmes. Ici, j'encadre les femmes sur le maraîchage et sur la fabrique de la farine enrichie pour réduire un peu la malnutrition sévère. En ce qui concerne le maraîchage, au début, il y avait des problèmes. C'est-à-dire que les femmes faisaient des parcelles au niveau de leur ménage, 2 ou 3 planches de 5 mètres carrés et ça ne suffisait pas. Ça ne pouvait pas satisfaire les besoins du ménage et elles ne pouvaient même pas acheter des choses pour satisfaire leurs besoins personnels. Et AVSF, vu ces problèmes-là, a fait le plaidoyer sur le genre et le foncier au niveau de SAC-OP, c'est-à-dire les organisations paysannes. Et de ce fait, ils ont aidé les femmes à savoir un peu les notions de leadership féminin et les problèmes du foncier actuellement. Et après, on a organisé aussi des ateliers avec les élus locaux, les chefs de village et les chefs coutumières et les OP même pour qu'elles sachent exactement les problèmes du foncier et le genre via les AGR, les activités génératrices de revenus. Et après ces démarches, on a fait le plaidoyer avec le plaidoyer à huis clos avec les maires et la commission domaniale et aussi avec les sous-préfets pour faciliter un peu la délibération. Et dans ce sens-là, les femmes ont osé partir jusqu'au niveau des communes pour avoir des délibérations, pour sécuriser leurs terres. Et de ce fait, on a délibéré ici à Saré Moussandou 3 hectares pour les femmes, pour 70 femmes, pour ce périmètre-là, et 3 hommes. Dans son approche, elle n'oublie surtout pas les générations à venir. Et c'est ainsi que Penda Massina prône l'agriculture bio qui, selon elle, préserve les sols mieux que toute autre forme d'exploitation. Il y a aussi de l'agriculture bio. La coopérative qui produit du compost avec l'appui d'AVSF pour aider les femmes à avoir des sources de revenus, mais surtout à promouvoir l'agriculture bio dans la zone pour pouvoir conserver les semences, par exemple l'oignon, pour les produits à long terme et aussi pour la nutrition. Penda Massina intervient au moins dans 6 communes de la région de Kolda et son souci d'efficacité lui impose rigueur mais surtout méthode. Au niveau des unités de transformation et de stockage et au niveau du parcelle maraîchère, là, il y a des comités de gestion qui sont mis en place. Ces comités veillent pour les techniques culturelles et aussi les remboursements pour mener à bien l'activité.
Parce que là où il n'y a pas de règles, j'espère que ça ne fonctionnera jamais. Malgré elle, la jeune femme symbolise, de par sa modestie et son ouverture, l'ancrage dans les valeurs de la population peul du Fouladou, mais également l'ouverture. Elle préfère parler de développement humain pour se montrer beaucoup plus pragmatique. À la suite de la mobilisation des populations de Keur Moussa et de leurs partenaires comme Enda Pronat pour faire face aux promoteurs Filfili et à l'accaparement de leurs terres, le chef de l'État, Macky Sall, a instruit à son gouvernement lors d'un conseil des ministres de faire un audit du foncier dans cette zone des Niayes. Comment analyser cette réaction du président de la République et de son gouvernement? Que faudrait-il attendre concrètement? Est-ce réellement une victoire? Et quelle est la suite de ce combat? Mariam Sow de la coordination de Pronat répond ici aux questions de l'équipe de la Clé des Terroirs. C'est vrai que tout le monde est emporté par les élections législatives, mais je crois qu'un débat important reste encore au niveau du foncier sénégalais. Nous saluons l'effort de l'État à pousser la réforme foncière jusqu'à aboutir à un projet de politique foncière avec une démarche plus ou moins participative, inclusive, avec quand même des bases consensuelles un tout petit peu entre la société civile et la commission, jusqu'à remettre au président de la République ce document de politique foncière. Donc nous restons encore un tout petit peu inquiets tant que le processus ne continue pas. C'est-à-dire avec cette démarche participative, comment l'État envisage la continuation de ce processus de réforme. D'abord, c'est un partage plus large avec les acteurs de base, donc ceux qui occupent presque les 95% des terres, les zones des terroirs, ce document ou ces documents de politique foncière pour socialiser les informations, les amender s'il le faut, et ensuite c'est continuer la même démarche avec des juristes engagés, avec des sociologues, avec aussi les populations pour mettre en forme juridique, en tout cas des garde-fous qui permettent de gérer, de sécuriser toutes les visions qui ont été développées dans ce document de politique foncière. Bon, par rapport à Dodel, ça aussi, ça inquiète. Ces 10 000 hectares qui ont été donnés, semble-t-il, à une société marocaine et 2 000 hectares réservés aux populations. Je trouve dommage qu'on donne à une société marocaine 10 000 hectares pour faire du riz et en même temps l'exporter. Même si ce riz-là devait être vendu aux Sénégalais, je ne pense pas que cette société-là va payer ses ouvriers et que ces ouvriers vont se retrouver avec un salaire qui leur permet d'aller racheter le riz pour se nourrir, aller à l'école, se soigner, en tout cas s'épanouir dans leur zone. Donc j'avais pensé que l'État devait quand même travailler sur une vision, sur une politique et trouver des moyens de soutenir les aménagements, former les populations, sécuriser les marchés et remettre ces terres aux jeunes Sénégalais. Donc voir comment insérer ces jeunes-là dans les dynamiques au lieu de remettre ces terres à des sociétés étrangères qui ne sont là que pour faire des profits. Donc je crois que le cas de Dodel mérite une réflexion attentive par rapport à la mise en valeur de ces terres, et je dis globalement au sein de la vallée du fleuve Sénégal, et surtout par rapport au département de Podor,
où les terres qui sont aménagées pour les populations sont loin de satisfaire les populations. Je dis que par rapport à la zone de Niayes, je salue le courage du président de demander à ce qu'on fasse un audit foncier de cette zone. Ça, c'est fondamental, c'est nécessaire. Parce que c'est une zone qui aujourd'hui est menacée par l'urbanisation, ça, c'est inévitable. Mais aussi, c'est une zone où une bonne partie de la population, c'est des agriculteurs. Mais c'est une zone aussi qui nourrit le Sénégal en légumes et en fruits. Donc, auditer cette zone et avoir une démarche où on aura une ville qui se développe, mais aussi une ville qui est nourrie par les villages qui sont aux alentours, ça, c'est fondamental. Et ça, ce n'est pas seulement la zone des Niayes, parce que si on parle des Niayes, on pense toujours la zone de Dakar jusqu'au Ganjoul. Mais je crois que c'est le triangle Mbour, Thiès, Saint-Louis, ça devient carré si on revient à Dakar. C'est ça qui constitue une zone qui mérite un audit. Mais je dis que l'audit devrait couvrir tout le pays, la vallée du fleuve Sénégal, la Casamance, la région du bassin arachidier avec le projet de Ourour. Donc, je crois que l'audit foncier doit être national. C'est une démarche nationale. Ça, je crois que c'est important. Il y a les entreprises, il y a aussi certains nationaux. Il y a des terres qui ont été affectées à des autorités il y a des années, soit des autorités religieuses ou des autorités politiques, et peut-être qu'ils n'exploitent pas et qui sont encore là. Donc tout ça, je crois que c'est fondamental. Il faut que l'État aille jusqu'au bout. Mais il faut aussi qu'il y ait une concertation sur ce processus-là, avec l'implication des producteurs, avec l'implication des élus locaux, avec l'implication de la société civile et avec aussi les juristes. Donc les juristes, c'est important, de même que les sociologues. De la même manière qu'on a eu à faire une démarche participative et inclusive au niveau de la réforme foncière, il faut aussi arriver à le faire au niveau de l'audit foncier qui est nécessaire au niveau national, pas seulement dans la zone des Niayes, même si c'est plus épineux là-bas. Ce qui est valable pour la zone de Kermoussa, le cas de Dodel, est valable aussi pour le cas de Diokoul. Je crois aussi qu'il faut arriver à finaliser, à terminer avec ces sociétés-là. Les sociétés, elles sont dans les terroirs, c'est ces organisations paysannes, c'est ces populations, et il faut que l'État arrive à finir avec Sen India. Déjà, ils ont occupé le Wallon, je crois que c'est largement suffisant, mais vouloir encore grimper jusqu'à Diokoul, ça aussi, il faut arriver à mettre fin à tout cela. Et la chose la plus importante que l'État pourrait offrir, en tout cas au monde rural, c'est arriver à faire un moratoire sur les affectations et dire aujourd'hui qu'au-delà de 20 hectares, il faut arrêter les délibérations. Finalisons d'abord la réforme foncière. Sécurisons ces populations, sécurisons les générations futures, sécurisons notre système de production. Ça, je crois qu'après les élections, il faut que le président arrive à avoir le courage de prendre une décision forte par rapport à la dilapidation des terres. Ça, je crois qu'on ne peut pas mettre dans une constitution qu'il faut protéger, qu'il faut sécuriser les droits fondamentaux des populations par rapport à leurs propres ressources et observer
la dilapidation des terres en donnant à des sociétés pour 40 ans renouvelables de façon tacite et que ces investisseurs vont mettre des moyens. Les générations futures, quand elles chercheront à récupérer ces terres, elles ne pourront pas parce qu'il faut d'abord rembourser ces moyens. Si on regarde le cas de la CSS, aujourd'hui, même si les terres appartiennent à l'État, aux Sénégalais, on est toujours obligé de remettre la société à une autre multinationale parce qu'on ne peut pas rembourser les investissements que le promoteur a mis. Le cas de Filfili est un exemple. Avoir des terres avant les indépendances et il n'arrive pas à sortir son titre foncier, il n'a jamais cultivé, il n'a jamais mis, il y a des délibérations qui ont été faites. Pendant que les populations cultivent, les populations habitent, on vient, on fait tout tomber pour dire que c'est à moi. Quand même, on ne peut pas vivre ça et observer les nouvelles générations vivre les mêmes systèmes quand même. C'est pas juste. Voilà qui met un terme à ce 5e numéro de ce Mag Vert. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'association Endapronat et son partenaire Osiwa. Merci à la direction du cadre de vie et des espaces verts urbains. Rendez-vous dans 15 jours. bay di ci dund bay di ci denc nguur